midi 20. Vous voulez que je vous slame un bout de midi 20? Je suis netto ce matin, juste avant que le soleil comprenne qu'il va falloir qu'il se lève et qu'il prenne son petit crème. Ça a l'air de marcher. C'est bon. Alors justement, Fabien, est-ce qu'on peut dire Fabien? Est-ce qu'on doit dire GCM? Bah ouais, moi j'aime autant Grand Corps Malade, puisque oui, c'est le nom de scène, voilà, c'est le nom de Sioux quand on passe l'habit de slammer, donc ouais, Fabien ou Grand Corps Malade, hein, c'est un peu pareil. Alors Grand Corps Malade, chez vous, ce qui impressionne dès le départ, ce sont les mots. Il y a les mots, les paroles, le flot de paroles. Je ne sais pas si on écrit flow F-L-O-T ou F-L-O-W, mais il y a aussi avec les mots quelque chose qui semble dire que les mots sont écrits avec la voix. C'est-à-dire que la voix, les mots deviennent paroles et la voix est très importante. Comment se passe la création, l'inspiration? Ben, c'est exactement ça en fait, c'est que l'écrit et l'oral, pour moi, ils sont indissociables. C'est vraiment ce que j'ai ressenti dans le slam, c'est que ces deux notions-là étaient complètement liées. Et ben moi, au moment d'écrire, j'écris vraiment à l'oral. C'est-à-dire dès que j'ai marqué une phrase, dès que j'ai une suite de quelques mots, et ben voilà, je l'ai dit à l'oral pour voir comment ça sonne. Et puis si ça sonne pas bien, ben, c'est que c'est pas bien écrit. Donc on retravaille tout de suite, on change un petit mot, on enlève, on rajoute. Mais voilà, il faut que ça sonne bien. Est-ce que ça veut dire que ça ressemble de très près à ce que Flaubert appelait le gueuloir, son gueuloir? Eh ben, je sais pas trop ce que Flaubert appelait son gueuloir, donc je pourrais pas trop comparer. Euh, j'ai pas en fait une culture très poussée en termes de poésie ou même de littérature classique, même si j'ai lu un petit peu bien sûr. Je viens vraiment d'une influence orale justement. Et si moi j'ai ce goût pour les mots, c'est parce que j'ai écouté beaucoup de chansons françaises, de chansons à texte, donc du Brassens, du Renaud, et puis après aussi beaucoup de rap français. C'est vraiment voilà, le goût des mots est venu par l'oreille plutôt que par la lecture. Et du côté des influences, alors, qu'est-ce qui a pu être déterminant? Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous êtes passé à l'acte? Vous vous êtes dit, mais je vais écrire ou je vais parler, mais je vais plus seulement être du côté de ceux qui écoutent. Bah en fait, j'écrivais un petit peu, vraiment pas de manière très régulière, mais déjà adolescent, j'écrivais des petits textes qui pouvaient bah, plutôt se rapprocher de textes de rap, parce que c'est vrai que j'ai grandi à Saint-Denis dans un univers très hip-hop, où on écoutait beaucoup NTM, etc. Et donc voilà, j'avais écrit quelques petits textes, je sais pas, je dois avoir une dizaine, euh, mais j'appelle pas vraiment ça passer à l'acte, parce que c'est des textes qui étaient restés dans mon tiroir, et que j'avais partagé avec personne. Donc voilà, le passage à l'acte, il s'est fait en 2003, quand un jour je suis rentré dans un petit bar et que j'ai vu ce qu'était une scène slam, une scène ouverte, où plein de gens se succédaient sur un petit bout de scène devant le comptoir du bar pour partager des mots, pour échanger leurs textes. Et bah voilà, là, je savais que j'étais à peu près capable d'écrire parce que je l'avais déjà fait. Donc là, je me suis dit, bah, j'ai envie de faire comme eux, j'ai envie moi aussi d'écrire pour venir partager mes mots devant ce petit auditoire. Et à partir de là, voilà, je l'ai fait. Et là, l'épidémie est vraiment venue. Et je me suis mis à écrire beaucoup et à aller voir dans tous les petits bars, dans tous les petits théâtres, partout où il y avait du slam. Partout où il y avait du slam, c'est-à-dire sur Paris, que vous appelez bien sûr forcément Paname, sur les morceaux de macadam aussi, j'ai vu ça récemment encore, rue Oberkampf, où des gens commencent à slammer et presque interpellent les passants qui passent, c'est leur métier aux passants de passer, mais qui poussent la porte des bistrots, des cafés, un peu partout finalement, et on a l'impression que ça prend une tournure, une ampleur assez extraordinaire. Ouais, c'est exactement ça. Je pense que en pas beaucoup de temps finalement, parce que voilà, 2003-2007, ça fait même pas 4 ans. J'ai vraiment l'impression d'avoir mine de rien pas mal d'expérience parce qu'on a slamé partout. Vraiment, on a slamé, voilà, comme je disais, dans des bars, dans des théâtres, des fois avec un auditoire très attentif, des fois avec un auditoire pas du tout attentif, où il fallait aller le convaincre. Mais oui, on a slamé aussi dans des parcs, on a slamé dans la rue, on a slamé sur des places publiques, on a slamé dans des écoles, dans des hôpitaux, dans des prisons. On est vraiment allé partager nos textes partout où on nous attendait, mais aussi partout où on nous attendait pas. Donc c'est une très bonne expérience. Ouais. Slammer, ça veut dire claquer. Est-ce que ça veut dire que c'est faire claquer les mots, faire sonner les mots, l'importance de la rime, enfin, et souvent des rimes que les littérateurs professionnels appelleraient des rimes riches, quoi. Comment tout cela se met en place également? Bah, en fait, il n'y a pas vraiment de règles dans le slam. Moi, j'aime les rimes, j'aime les jeux de mots, j'aime les sons, etc. Donc moi, je fais beaucoup de rimes. Et pour moi, vraiment, voilà, le slam, c'est vrai que c'est ça. C'est vraiment un mélange du fond et de la forme. Si je raconte des histoires, mais la forme est très importante. Je veux que ça sonne bien, je veux qu'il y ait des rimes, je veux qu'il y ait, voilà, je veux qu'il y ait un rythme à même le mot.
Mais après, c'est pas une règle absolue. Dans le slam, il y a des gens qui écrivent en prose et donc qui récitent en prose. Il y a des slammers, ça se rapproche presque du conte ou du sketch. Donc la rime n'est pas indispensable pour le slam. Le slam, c'est vraiment un terrain de liberté, d'expression. Et donc après, quelle que soit son influence, quel que soit son style, on a sa place. Il y a aussi une dimension qui m'impressionne énormément, c'est le côté, comment dire, pas seulement, mais sans doute en partie incantatoire, et puis en même temps, comment dire ça, on a l'impression d'être face à une prière, mais qui serait plutôt une prière païenne. Je dis pas que ce que vous faites, c'est de l'ordre du cantique, que Dieu existe ou pas, mais presque on a envie de retourner pas à la messe, ni à la mosquée, ni à la synagogue, mais il y a quelque chose presque de religieux dans la manière dont vous êtes et dont vous dites et dont vous faites le spectacle. Après, ouais, je pense que l'art du slam qui veut ça, c'est-à-dire que ça impose une écoute. Je vous disais tout à l'heure que on n'a pas tout le temps eu un auditoire très attentif, et c'est vrai, mais la plupart du temps, on arrive quand même, notamment pour ceux qui connaissent pas le slam, bah, ils voient un mec ou deux ou trois ou 10 ou des filles bien sûr aussi arriver juste avec un petit micro, sans rien, sans artifice, sans costume, sans lumière, et qui commence à démarrer un texte comme ça. Et c'est vrai que ça impose une certaine écoute, et donc voilà, l'expression écouter religieusement, voilà, ça rejoint ce que vous dites. Pourtant il y a rien de religieux au sens propre pour nous, mais voilà, on retrouve une vraie écoute et une vraie envie d'entendre des textes. Ouais. Et une forme de communion, et pas seulement côté public. J'ai l'impression que pour vous, c'est important aussi. Ouais, bien sûr, même si ça peut paraître un peu angélique avec des mots trop angéliques justement, mais les mots de partage, de tolérance, oui, de convivialité, de presque donc de communion, je les ai vraiment trouvés sur les scènes slam. C'est vraiment un espace où voilà, où dans la vie tout va très vite, la communication, il y a des systèmes très modernes, etc. Et ben là, au milieu d'un petit café parisien, au milieu d'un quartier de Paris, ou au milieu d'une banlieue du 93, et ben voilà, il y a un petit espace, un petit café où des fois il y a 50, 100, 150, des fois 200 personnes qui s'arrêtent là et qui s'écoutent. Et il y a le petit black d'à côté avec un vieux monsieur et puis une jeune fille et puis des gens qui viennent vraiment, mais à une mixité totale. Ils viennent de plein d'endroits différents. Il y a même des gens de province qui viennent des fois exprès juste pour une scène slam en banlieue ou à Paris. Et voilà, c'est des gens qui se rencontreraient certainement nulle part ailleurs, mais ils sont là, ils s'écoutent et je crois qu'ils se comprennent. Et pour vous, alors aujourd'hui, bien sûr, je crois qu'en début octobre, on disait 250 000 exemplaires. Aujourd'hui, on dit 400 000. Pour vous, vous êtes vraiment en haut de l'affiche aujourd'hui. Comment vous regardez les petites scènes slam qui continuent de vivre et d'animer le lundi soir, le mardi ou le vendredi? Est-ce que ça vous arrive d'y aller encore? Alors bien sûr, ça m'arrive bien sûr d'y aller. J'ai fait là, ne serait-ce que la semaine dernière, j'ai fait deux petites scènes slam. Là c'était il y a 2 semaines, une à Ménilmontant, la scène des 129H, et puis une à Bobigny, dans le cadre d'un projet qui s'appelle 93 Slam Caravan. Donc bien sûr, je continue d'y aller. Pour moi, je vois deux choses complètement différentes. D'un côté, il y a le slam, le vrai slam, celui qui se pratique a cappella, dans les bars, celui où justement il y a cet aspect de partage de la scène, où tout le monde participe, où le spectateur devient slammer, le slammer redevient spectateur, etc. Et puis à côté de ça, il y a mon projet à moi. Voilà, j'ai eu un projet qui dépasse le cadre du slam, puisque c'est un disque, c'est de la musique. Et moi, pour moi, le slam, il y a vraiment trois notions. Il y a la notion d'a cappella, la notion de live, il faut qu'il y ait un auditoire, et la notion de partage de la scène. Sur mon disque, on retrouve pas ça. C'est pas du live puisque c'est un disque, c'est pas de la cappella parce que la plupart des textes sont mis en musique, et c'est pas le partage de la scène puisque c'est mon disque à moi. Donc voilà, c'est vraiment un projet différent. Je continue à slammer dans les bars. Je pense vraiment que j'arrêterai jamais parce que c'est ça qui m'a nourri. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de continuer à voir ce qui se passe. Et puis tout simplement, j'aime ça, quoi. Je passe vraiment des bons moments dans ces lieux-là. Et puis à côté de ça, voilà, je suis un slammer, mais qui a eu un projet artistique, un projet musical. Et oui, c'est vrai qu'il marche très bien. Ouais. Est-ce que ça vous arrive d'être encore l'animateur, celui qui invite les gens à venir slammer sur scène, et à ce moment-là, vous vous mettez un peu entre parenthèses, vous vous effacez momentanément, même si on sait qui vous êtes et le talent qui est le vôtre? Bien sûr, ouais, je continue à animer avec mes potes John Pouch Chocolat et Ami Karim la scène du Café Culturel à Saint-Denis une fois par mois.
Donc j'y étais encore au mois de janvier. Au mois de février, je vais pas pouvoir y être puisque j'ai la chance de faire ce concert à l'Olympia. Mais la scène aura lieu, hein, Ami Karim, il tiendra les rênes. Mais oui, oui, je continue et j'adore ça justement. Je vous dis, oui, je suis souvent sur le devant de la scène. On fait une tournée dans toute la France où je fais 1 heure et demie de concert. Et ben ces petits moments où je dis un texte au début, parce que souvent c'est un peu au maître de cérémonie d'ouvrir la scène. Et puis après, voilà, je redeviens un simple animateur où j'anime mes potes slammers et puis aussi plein d'autres slammers que je connais pas et que je découvre à venir à dire son texte. Donc ouais, ça, je continue d'animer des scènes slam. J'aime beaucoup. Ouais. Je passe beaucoup moins de temps à me balader rue de la Rep, j'apprends à remplir les papiers de la Cotorep, faire rimer rue de la République et la Cotorep, même de façon un peu argotique si on peut dire, la Rep, c'est quand même ça, c'est insolite et en même temps j'ai l'impression que les mots d'argot, les mots de verlan et aussi parfois avec des mots choisis et tout ça, le talent qui est le vôtre et celui de ceux qui sont les slammeurs au plus haut de leur perfection, c'est de faire se tutoyer des mots qui habituellement marchent pas sur le trottoir ensemble. Ouais, c'est un peu ça. Alors une fois encore, il n'y a pas vraiment de règles, mais moi j'aime bien faire ça. Moi, je- pour moi, j'aime bien dire que je fais de la poésie de proximité. C'est-à-dire, j'aborde des thèmes de tous les jours, des thèmes du quotidien, des thèmes qui nous sont proches, et avec des termes, cette fois avec des mots qui sont aussi du quotidien. C'est pour ça qu'il y a du l'argot, c'est pour ça qu'il y a des mots en rebeu, il y a des mots en verlan, et j'aime bien essayer, en tout cas, de faire de la poésie même avec ces mots-là. C'est-à-dire faire de la poésie en parlant de caniveau, de sandwich grec et de cotorep. Et ben voilà, avec des mots qui à la base étaient peut-être pas faits pour être dits dans un poème, et ben essayer de faire de la poésie avec ces mots-là. Moi j'aime bien ça. Mais j'ai l'impression que ça retrouve peut-être ce que se faisait exactement François Villon. Ouais, on m'en a parlé, même si à la base je connaissais pas bien, mais on m'a parlé de ça, et j'ai envie de dire Renaud aussi, moi. Renaud, qui est un vrai poète, et ben voilà, il utilisait vraiment des mots de tous les jours. Quand il fait un texte d'amour qui s'appelle Ma gonzesse, bon bah voilà, je pense que Renaud aussi a été une forme d'inspiration. Ouais. Pierrot, mon frangin, mon poteau. Voilà, bien sûr. Ouais, mon copain, tu me tiens chaud. Voilà, bah ouais, c'est ça, c'est des mots de tous les jours et bah voilà, on découvre qu'on peut faire des jolis textes, on peut faire des jolis sons et des jolies suites de mots avec des mots très quotidiens et des mots qu'on utilise ouais, peut-être plus dans la rue ou sur le marché, quoi. Et en même temps, j'ai envie de dire, ça percute, ça répercute et ça uppercute, c'est-à-dire que ça cogne aussi. Ouais, ouais, bah écoute, ouais, ça, c'est le slam, ça claque. Donc, je pense que, ouais, la première fois, peut-être pour quelqu'un qui connaît pas, bah, ça attire vraiment l'oreille de se dire, ouais, il a dit cotorep, mais on n'a pas le droit de mettre ça dans un poème normalement. Et donc voilà, ça attire l'oreille, et puis après, bon, bah, j'ai l'impression que ça n'empêche pas de faire des jolis textes, donc voilà. Et en même temps aussi, ce qui se passe, je crois, c'est que ça donne envie non seulement d'écouter, de vous écouter, mais curieusement, et c'est très rare, on va voir un film, c'est pas évident qu'on se dise, moi je vais faire du cinéma. Avec vous, ce qui se passe, on se dit, presque une fois sur deux, j'ai envie d'écrire, et mieux, j'ai envie d'essayer de dire. Ouais, ouais, bah ça, je pense que c'est la plus grande joie, c'est cette espèce d'épidémie qui se dégage du slam. Moi, ça m'a fait ça, je vous dis, quand j'ai assisté à ma première soirée slam, j'ai eu envie je savais que je pouvais écrire, bah, j'ai eu envie d'écrire encore plus et de dire. Euh, Bah, ouais, j'ai entendu énormément de témoignages qui me disent, de gens qui me disent après avoir écouté le disque ou après les concerts, voilà, tu m'as redonné ou tu m'as donné envie d'écrire. Bah, c'est aussi parce que c'est peut-être grâce à cette fameuse poésie de proximité, c'est que j'utilise des mots de tous les jours, je raconte des histoires assez simples, et donc les gens se disent, bah voilà, c'est à la portée de tout le monde d'écrire et de faire de jolis textes. Je sais qu'aujourd'hui, je suis énormément sollicité pour aller dans des établissements scolaires, des collèges, des lycées, des primaires, parce que il y a des ateliers slam qui fleurissent un peu partout, mais vraiment énormément. J'ai l'impression qu'il y a plus beaucoup de collèges en France qui n'ont pas un atelier slam, et ça, c'est génial. Ça veut dire que les profs ont compris que pour faire aimer les mots, pour faire aimer la poésie, il fallait pas forcément apprendre un texte de Lamartine par cœur, mais il fallait juste jouer avec et essayer de créer, de faire des rimes, d'écrire des poèmes. Et je pense que si on met un stylo et un papier dans les mains d'enfants en leur disant à toi d'écrire maintenant, à toi de faire un texte, je pense que là, ça leur donnera le goût.
En même temps, il y a dans vos textes ce qu'on pourrait appeler une certaine vision désenchantée de l'existence. Bon, on connaît votre histoire, bien sûr, personnelle, et une vision désenchantée. Et ce qu'il y a de magique, c'est qu'à travers cette vision désenchantée, pratiquement vous arrivez à nous enchanter. Ouais, je sais pas si c'est une vision désenchantée. Oui, c'est peut-être une vision ouais, qui a perdu un peu d'innocence. Je le dis dans un texte qui s'appelle Rencontre, où j'ai rencontré l'innocence, mais j'ai rencontré d'autres éléments et l'innocence a disparu. Donc oui, peut-être il y a une certain réalisme qui peut s'apparenter à du désenchantement, mais en même temps, je crois et je suis même sûr qu'il y a aussi beaucoup d'espoir, beaucoup d'optimisme et, euh, et beaucoup d'envie. Donc voilà, il y a un petit mélange de tout ça peut-être. Même si l'existence est fragile comme une vertèbre cervicale. Ça, ouais, je pense que tout le monde le sait. Et puis quand une galère arrive parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, bah, on en a encore plus conscience. Et l'Olympia alors, un petit mot de l'Olympia. Est-ce qu'il y a 4 ans, quand vous avez commencé, euh, est-ce que vous pensiez qu'un jour vous seriez, vous, à l'affiche, pendant 3 soirs de suite, là, 9, 10, 11, de l'Olympia? C'est quand même une salle mythique. Ah ouais, non, c'est complètement inimaginable, même il y a un an, hein. Alors il y a 4 ans, je savais même pas que j'en ferais mon métier. C'est vrai que ça a été tout un processus qui allait très vite, mais qui s'est fait d'un naturel incroyable. J'ai juste slamé dans les bars parce que j'ai découvert que j'aimais bien ça. Et puis voilà, j'écris de plus en plus. Et puis petit à petit, c'est devenu un peu mon métier parce que je vivais déjà du slam avant de sortir le disque. J'animais des ateliers d'écriture, j'animais des ateliers slam. Je participais à des spectacles, à des festivals avec d'autres slammeurs. Et puis il y a eu ce disque, et puis tout s'est enchaîné très vite. Oui, c'est vrai que jamais j'aurais imaginé faire 3 soirs à l'Olympia. C'est vrai que c'est une scène mythique. En plus, bon, on a un petit peu maintenant de vécu au niveau des concerts, parce qu'on a une cinquantaine de dates dans les jambes avec les musiciens. Mais là, c'est le retour à Paris, c'est l'Olympia. Il y aura beaucoup de monde que je connais, donc ça met toujours une petite pression supplémentaire dans la salle. Puis il y aura beaucoup de monde tout court, parce que c'est quand même plus de 2000 places par soir. Donc forcément, il y a une belle pression, mais une pression très positive, quoi. C'est plus une excitation et une envie de bien faire. Donc voilà, on a mis un peu les petits plats dans les grands. Il y aura des invités, il y aura un attentat verbal dans la salle comme au Bataclan. Euh, voilà, on va essayer de faire les choses bien, quoi. Le mot attentat, justement, c'est aussi quelque chose de très impressionnant de savoir que, personnellement, bon, je pense qu'une idée qui tue est une idée morte. Ce qu'il y a de bien avec la façon dont vous détournez le concept d'attentat, c'est que c'est un attentat qui est un appel à vivre. Ouais, c'est ça. Dans ce texte-là, attentat verbal, je parle aussi d'homicide amical. C'est vraiment ça. Oui, c'est détourner le mot parce que c'est un attentat. Bah, c'est le plus convivial possible, quoi. Il y a vraiment rien de meurtrier là-dedans, au contraire. Et par contre, ce mot-là, il était important pour moi, pour nous, parce que voilà, des attentats verbaux, comme on disait tout à l'heure, on en a fait partout parce qu'on est allé souvent, en tout cas, ce qui est sûr dans un attentat, c'est qu'on l'attend pas. Bah voilà, bah nous, c'est pour ça que j'ai appelé ça comme ça, c'est que on est allé slammer par surprise n'importe où, et puis des fois au coin d'un carrefour, sur un bout de trottoir, hop, on est quelques-uns à commencer à lâcher des textes comme ça, et les gens nous regardent un petit peu bizarrement. Attentat verbal et même, je crois, détournement des mots et détournement du sens, pour essayer non pas d'aller à contresens, mais de déstabiliser un peu ceux qui écoutent, essayer de les recadrer un peu dans l'existence, même si elle est fragile, comme on le disait tout à l'heure, comme une vertèbre cervicale. C'est quand même fabuleux d'être vivant et de savoir que le peu de temps peut-être qu'on a passé dans notre petit parcours terrestre, il y a quand même plein de choses intéressantes à vivre et surtout à faire et à partager. Bah ouais, c'est sûr, ouais, genre, voilà, je veux peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais ouais, ouais, l'existence est courte et ben, dans le slam, ou enfin là, je peux pas parler au nom de tout le monde, mais moi, dans mes textes, j'essaye de montrer, voilà, tout à quel point il y a de la vie, à quel point on a plein de choses à faire, et donc il vaut mieux en profiter, s'écouter, partager, échanger, voilà, et je pense que on occupera mieux notre existence comme ça, on se sentira plus utile et on se sentira plus intelligent. Le texte qui donne son titre à l'album, Midi 20, qui fait que l'existence dure une journée, comment ce texte-là vous est venu? Parce que c'est un texte qui est, enfin fabuleux, c'est un mot dérisoire ou faible, mais c'est un texte vraiment qui est fantastique parce qu'on vit le rythme de ce début de journée avec vous et enfin j'ai trop parlé déjà, je préfère que ce soit vous qui me le disiez.
J'avoue que je sais pas bien, c'est qu'un peu comme les voyages en train, je sais plus à quel moment exactement le parallèle entre les histoires d'amour et les voyages en train ce parallèle-là m'est venu. L'idée de mettre l'échelle d'une vie, enfin de mettre la vie sur l'échelle d'une journée, c'est pareil. Je sais plus exactement comment ça m'est venu. Mais après, sans faire des calculs savants, parce que l'idée c'était vraiment pas de faire de la science, mais je me suis dit bon bah voilà, je suis à peu près si on dit que ça commence vers 5-6 heures du matin et que ça finit à minuit, bah voilà, en gros, il est midi et quelques. Je raconte ma matinée qui a été mouvementée, où il s'est passé pas mal de choses. Au moment où j'ai écrit ce texte, j'avais estimé qu'il était midi 20. Comme l'album, je l'ai sorti pas longtemps après, je me suis dit qu'au moment de sortir l'album, à peu de choses près, il était encore midi 20. Donc ça reprenait le titre de ce morceau. Et puis voilà, l'idée c'est de raconter la matinée, mais surtout d'imaginer ce qu'il y a dans l'après-midi et dans la soirée, parce qu'une soirée ça peut être beau aussi, en disant voilà, profitons-en, l'après-midi c'est encore long, il y a plein de choses à faire, occupons-la au mieux, quoi. Si je vous dis donc bon après-midi et bonne soirée, ça veut dire bonne et longue vie. C'est un peu ça, ouais. Je vais essayer de passer une bonne après-midi déjà, même un bon début d'après-midi, hein. Je vois pas les choses sur le long terme, donc voilà, bon appétit on va dire. À vous aussi, merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir.